basculé du côté sombre de la force en rejoignant un cabinet de conseil et de formation pour aider les entreprises dans leurs projets de transformation, mais j'interviens sur cette table ronde en tant que, on va dire, expérimenté dans le domaine de la supply chain, puisque ça fait une trentaine d'années que je suis responsable supply chain, directeur supply chain dans des entités de groupes internationaux. Marc Forel, bonjour à tous. Je me présente à vous aujourd'hui en qualité d'instructeur qualifié Supply Chain Council sur le Model Store. Je suis qualifié depuis 2009 et ça va être une opportunité parfaite pour introduire Store et aussi faire le lien avec une gestion active des ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Alain Doudard, je suis directeur Supply Chain au niveau du groupe LVMH. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la supply chain. Et j'ai aussi le plaisir d'être administrateur de FAPIX, l'association qui nous rassemble aujourd'hui. Bonjour, donc Alban Charbonneau, donc je suis consultant chez Sitewell. Aujourd'hui, donc, je suis jeune diplômé, donc j'interviens plus pour apporter un peu mon retour d'expérience, puisque j'ai participé à la finale étudiante la compétition étudiante The Fresh Connection en tant qu'étudiant. Donc pour vous montrer un peu ce que ça m'a apporté de participer en tant qu'étudiant. Bien, alors quand on a préparé cette table ronde, en fait, on s'est dit que ce serait certainement utile de repréciser le mot supply chain, parce que si nous, on baigne dedans depuis, pour la majorité, un certain nombre d'années, enfin plus de 30 ans, on a entendu, la supply chain, en fait, ou le supply chain management, ça recouvre, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, ça recouvre des réalités très différentes. En tant que consultant, je peux vous dire, en tout cas, que quand je m'adresse à un supply chain manager, je ne sais pas forcément qui je vais rencontrer, quel type de profil, quelle responsabilité. C'est un terme qui vraiment recouvre des réalités différentes. Donc on va demander à Marc de nous préciser ce que c'est que le supply chain management et finalement qu'est-ce que cela recouvre. Et pour ça, de s'appuyer sur le référentiel, un des référentiels en tout cas qui est SCORE. Voilà, exactement. Donc justement, pour faire face à cette multitude de définitions, de concepts que recouvre le supply chain management, le Supply Chain Council s'est formé en 1996 par rapport à ce besoin. Donc il y a eu un besoin de définir ce qu'était le supply chain management, qu'est-ce que ça recouvrait. Et ce modèle s'est imposé au fil du temps comme étant la référence. Et c'est un langage pour décrire le supply chain management, et c'est une vue process. Et je pense que tout le monde aujourd'hui est plus ou moins familier avec les termes plan, source, make, deliver, return, enable, qui sont ce qu'on appelle les niveaux 1, la description de ce qui se passe dans un supply chain management. Donc si on considère un end-to-end supply chain management, il faudrait idéalement couvrir toutes ces activités de planification, d'achat, de fabrication, de livraison, de retour, si on fait une supply chain inverse. Donc ça couvre un nombre très large d'activités, et si je fais déjà le lien avec les ressources humaines, de fait un nombre très large aussi de talents et de skills. Et le modèle en lui-même, dans sa définition, va aussi aider à appréhender qui, comment et où pour faire quoi. Donc, Plan, Source, Make, Deliver, Return, c'est un modèle qui est très modulaire. Si vous considérez une supply chain étendue, fournisseur, votre entreprise ou même un service provider, on fait tous quelque part du Plan, Source, Make, Deliver, Return. Alors, on fait tous avec une intensité différente, mais cette approche modulaire est aussi très, très appréciable dans l'analyse des processus. Le modèle en lui-même, c'est quoi? Donc c'est une description des processus et des activités dans le supply chain management, mais c'est bien plus que ça. C'est une référence, c'est comme un dictionnaire. Et ça aide aussi on a des relations prédéfinies entre les processus, les activités, entre comment mesurer la performance de ces processus, quelles sont les meilleures pratiques que je peux apporter dans chaque activité, et en même temps, lié au processus, on a ce qu'on appelle la people section du modèle, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on définit les skills, les aptitudes, l'expérience que les gens ont besoin pour pouvoir exécuter ces activités. Encore une fois, c'est une référence, c'est à prendre en compte lorsqu'on a à faire un inventaire, lorsqu'on veut designer, mettre en place une nouvelle supply chain. C'est en aucun cas quelque chose qui est compliqué ou dogmatique et qui vous dit « ça doit être comme ça ». C'est simplement quelque chose qu'on peut prendre comme référence et adapter au fil des besoins. En tout cas, le grand bénéfice, c'est que c'est un langage commun. Et donc, on revient sur le point où tout le monde a peut-être une définition différente de ce que c'est le supply chain management. Au moins, ici, on passe sur une même base et on parle le même langage. Donc, les activités du modèle SCORE, encore une fois, pour appréhender cette complexité, l'approche a été de décomposer.
Donc, on va décomposer les activités à différents niveaux. Le niveau 1 est un niveau très 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 simple, c'est le plus générique. C'est Plan, Source, Make, Deliver, Return. Je prends encore une fois que tout le monde peut comprendre ça. Si on passe au niveau 2, où vous décidez de mettre en œuvre ces processus et ces activités sur une base Make to Stock. Make to Stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan quelque part qui a été créé et on va déclencher l'activité basée sur le plan. C'est très important, c'est une grande différence par rapport aux stratégies de supply chain à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle le niveau de configuration, c'est le niveau 2. Donc pour chaque activité, achat, on va essayer de comprendre si on fait des achats plutôt Make to Stock ou si on fait des achats Make to Order. De même pour le reste. Au niveau 3, et on est toujours dans le cadre du modèle de référence SCORE, au niveau 3, là, on a un set d'activités séquentielles. Donc, qui est normalement ce qu'on devrait faire. Si je fais un achat Make to Stock, la première chose que j'ai à faire, c'est à programmer mes livraisons. La deuxième chose que j'ai à faire, c'est à réceptionner mes livraisons. La troisième chose que j'ai à faire, c'est à vérifier la qualité de mes livraisons, de mes fournisseurs. Et on a une série de sous-activités qui sont définies en référence. Ça devrait être comme ça. Donc, ce modèle s'est imposé à travers le temps parce que justement, il est standard et cette référence s'applique à différentes industries plus ou moins de la même manière. En tout cas, jusqu'au niveau 3. Au niveau 3, on s'arrête. Parce que lorsque vous arrivez au niveau 4, quand vous dites je vérifie mes achats, lorsque je les reçois, ben, ça va encore être différent de société à société, de compagnie à compagnie, et certainement par rapport au système d'information que vous utilisez, que ce soit SAP, un Navision ou un Oracle. Là, on rentre dans la partie droite du transparent, qui est plutôt Company Definition. On rentre au niveau 4 et niveau 5. Ce n'est absolument pas dans le modèle de référence. Mais en tout cas, toutes les activités qui sont définies au niveau 3, comme je l'ai présenté précédemment, il y aura un lien explicite avec les skills, les aptitudes, l'expérience et la formation que vous avez besoin pour vos gens. Donc c'est vraiment un catalogue déjà prédéfini pour faire un inventaire de ce que vous avez besoin et de faire peut-être une analyse de gap, comme on appelle ça, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui en place dans vos activités. Encore une fois, une illustration très très simple, parce que je sais que SCORE a toujours la mauvaise publicité, oh, c'est complexe, ça fait 1000 pages, 1200 pages, comment est-ce qu'on peut appréhender tout ça? Encore une fois, il y a moyen, c'est très modulaire, donc il y a moyen d'appliquer ça à des cas très concrets, très simples, ça dépend un peu de l'étendue de votre analyse. Ici, simplement pour illustration, et celui-ci, je peux le mettre en jaune. Pour illustration, si vous prenez un restaurant, tout simplement, donc un restaurant, qu'est-ce qu'il fait, en gros, comme activité? Eh ben, il va acheter ses ingrédients, hein, c'est ce que vous avez ici sur le côté gauche, donc à partir du fournisseur, ben, il va faire son repas, son menu, et il va le délivrer au niveau des clients. Si vous transposez ça en termes de niveau 1, qui est le premier niveau de décomposition, ben, on peut commencer à comprendre qui fait la planification dans cette activité, qui fait les achats, qui fait du make, qui fait de la livraison. Et de façon très modulaire, en partant du client, vous pouvez commencer à modéliser, ben, le client, lui, il va recevoir le repas. Donc il y a déjà une activité ici d'achat ou de sourcing, comme on dit dans SCORE, tout simple, donc au niveau 1, c'est décrit. Lorsque vous arrivez au niveau du restaurant lui-même et du fournisseur, le restaurant, il doit planifier son activité. Donc il doit aussi planifier ses achats, il doit planifier le faire, la cuisine en tant que telle, et il doit aussi planifier ses livraisons vis-à-vis du client. Donc on est bien dans une activité plan, source, make, deliver. C'est un cas extrêmement simple ici. De même, chez le fournisseur va devoir faire la même chose, il va devoir planifier ses activités, et lui-même va devoir acheter ses propres composants, faire ses ingrédients, et livrer ses ingrédients au restaurant. Donc au niveau 1, c'est ce qu'on fait. Tout simplement comprendre qui fait quoi au niveau macro. Lorsqu'on descend au niveau 2, là on essaie de comprendre pour chaque activité source, make, deliver, quel est exactement l'élément déclencheur. Est-ce que c'est un élément déclencheur plan, donc sur stock? Donc pour le restaurant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prépare en anticipation des clients. Il y a un plan qui lui dit, bah, normalement on prévoit plus ou moins 150 repas ce midi. Ok, je prépare mes repas et je les mets déjà à disposition sur stock. Ça, c'est ce qu'on appelle make to stock. Il pourrait très bien se décider et dire, moi je vais faire différemment, je vais attendre que le client arrive, le client va me dire exactement ce qu'il veut, et c'est seulement à ce moment-là que je vais commencer à cuisiner. Là, on opère sur une base méthode. Ce qui est très important à comprendre pour les ressources humaines, c'est que, encore une fois, les aptitudes, les trainings, les besoins de formation et les skills sont relativement différents si on opère une supply chain en make to stock ou en make to order. Donc au niveau 2, on va simplement faire le choix, est-ce qu'on fait un make to stock
ou un make to order? Est-ce qu'on fait un achat to stock make to order? Enfin, vous avez compris. Donc on décompose ces niveaux-là au niveau 2 pour vraiment savoir comment se opère la supply chain. Les conflits entre make to stock et make to order sont très importants au niveau supply chain management pour les professionnels, parce qu'on sait très bien que c'est là généralement où les points de découplage se forment, et c'est là qu'on a de l'inventaire, et c'est là qu'on doit certainement utiliser. Donc appréhender la supply chain en termes de make to stock, make to order, c'est très 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 important. Donc voilà, un cas relativement simple d'application. Je vous ai dit en introduction que le modèle SCORE, ce n'était pas uniquement une description activité. Là, je vais devoir le faire aussi un peu oralement, malheureusement. C'est aussi un référentiel en termes de performance. Comment mesurer si je performe, si j'exécute cette activité correctement? Alors, je pense que pour les professionnels du supply chain management, c'est bien connu aussi, la question de la performance, comment on mesure exactement? Est-ce qu'on a la même définition? Là, je commence à comparer toi avec moi, oui, mais moi, je fais un peu différemment, donc on ne sait pas vraiment comparer. Encore une fois, en termes de langage et de référentiel, la valeur ajoutée du modèle, c'est qu'on a une et une seule définition standard qu'on peut mettre en œuvre à travers toutes les activités. Alors, pour SCORE, c'est relativement simple. Si vous voulez mesurer la performance d'une supply chain, ça tourne toujours autour de 5 attributs de performance. Toujours 5. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. Donc, fiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites, vous exécutez exactement ce que vous avez dit que vous alliez exécuter. Donc, je vais être prêt demain à 12h, vous êtes prêt demain à 12h. On peut dire que vous êtes fiable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'attribut de performance de fiabilité. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la responsiveness. Donc, c'est la rapidité. Avec quelle rapidité pouvez-vous répondre à une commande client? Le troisième, c'est l'agilité. Alors, l'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, êtes-vous capable facilement de monter en puissance, en termes de faire plus, ou peut-être de réduire? Ça, encore une fois, ces trois attributs, les trois que je viens de nommer, forment ce qu'on appelle le customer oriented. C'est plutôt des attributs de performance qui sont tournés client, service client. Un client, normalement, sera très satisfait si vous pouvez être fiable, si vous pouvez être rapide et en même temps flexible. Le supply chain management couvre l'aspect service clientèle, certainement, mais aussi interne, en termes de gestion des coûts et d'efficacité. Donc, on a deux attributs de performance qui sont plutôt orientés vers l'interne, qui sont les coûts. Quels sont les coûts engendrés dans ma supply chain lorsque je dois passer à travers toutes ces activités de planification, d'achat, de fabrication et de livraison? Quels sont les coûts totaux? Et le deuxième, c'est au niveau des assets. Donc, quelle efficacité avez-vous en utilisant ce que vous avez en main? Alors, ce que vous avez en main, c'est principalement des équipements. Ça peut être vos gens, on en revient au niveau des ressources humaines, mais ça peut être certainement aussi, pour ceux qui jouent avec l'inventaire, le inventory management, le cash to cash cycle time, le besoin en fonds de roulement net, dont fait partie l'inventaire. Il vaut mieux être efficace par rapport à cela. Donc ça, c'est plutôt des attributs de performance internes. Alors, donc je rejoins cette entreprise. Moi, je venais d'un univers assez industriel, automobile, etc. Et je rejoins une entreprise qui était une entreprise très dominée par le marketing. Ou peut-être qu'il en existe d'autres. Je suis sûr qu'il y en a dans cette salle. Mais il n'y avait pas vraiment une culture opération et pas vraiment une culture supply chain. La supply chain, c'était des pompiers, parce qu'il y a des urgences, il y a des ruptures, donc il faut des gens pour faire ça. Et puis c'était de la logistique physique, il faut des pousseurs de palettes, parce qu'on comprend bien qu'il y a des produits physiques à la clé, mais c'était ça réellement la logique de base, et la culture de l'entreprise. Les flux étaient beaucoup, un petit peu de manufacturing en Europe, mais beaucoup de flux venant d'Asie. Je suppose qu'il y a d'autres entreprises qui font ça aussi. De l'ordre de 150 conteneurs par mois de produits venant d'Asie, destinés ensuite à des hôpitaux, donc au marché de la santé en Europe. Le projet dont je voudrais vous parler, c'est un projet que l'on a mené pour essayer d'apporter des bénéfices tangibles à cette entreprise, donc des bénéfices business, en menant un projet Lean sur des approvisionnements en conteneurs maritimes venant d'Asie. Alors, Lean, conteneurs maritimes venant d'Asie, on se dit c'est peut-être pas quelque chose qui est complètement compatible
dans comment est-ce qu'on va arriver à mettre en musique ce genre de choses. L'initiative de ce projet, ça a été un mot d'ordre groupe, corporate, c'est un groupe américain, et le groupe a dit on a trop de stock, ça vous rappelle des choses peut-être, il faut réduire les stocks de 30% en un an. En fait, il n'y a rien de plus facile pour réduire les stocks de 30%, il faut arrêter de commander et puis on va arriver à réduire les stocks. Maintenant, on ne va pas nécessairement maîtriser toutes les conséquences. Donc la manière dont on a pris le projet dans cette entreprise, c'est de se dire, effectivement, on a un objectif qui est très très ambitieux, à la fois en termes quantitatifs, moins 30%, et dans le temps, en un an. Donc ça nous oblige à changer notre paradigme. Et ça nous oblige vraiment à modifier la manière dont on travaille sur l'ensemble de notre chaîne logistique, avec nos fournisseurs en Asie, avec nos équipes de vente, nos équipes commerciales en Europe. Ça nous oblige réellement à réinventer un modèle. Donc on s'est attaqué à ça avec une équipe pluridisciplinaire et on a réussi effectivement à transformer notre supply chain. En gros, je ne vais pas vous expliquer les détails, mais à passer d'une supply chain qui prenait 16 semaines pour réagir à une demande client et livrer les produits en Europe, on est passé à 8 semaines. Donc une diminution de moitié du délai. Alors 8 semaines, ça reste long, hein. Il y a encore clairement des opportunités de réduction, mais on est vraiment sur des flux où on a 5 à 6 semaines de transit en bateau, donc on a malheureusement des facteurs incompressibles. Les résultats d'une telle réduction de délai, c'est quoi? Ça a été moins 40% sur les stocks, pas moins 30%, mais moins 40%. En un peu plus d'un an, on a triché, moins 40% en 18 mois. Ça a été une augmentation de la fiabilité. Tu parlais de la fiabilité, mais on est passé d'un 93-94% de livraison à temps de nos clients à 97%. Bien entendu, avec des délais plus courts, on arrive à mieux réagir. Et puis aussi des opportunités de business. Un exemple qui... on a fait cette transformation quelques mois avant un événement mondial qui a été la grippe aviaire. Et la grippe aviaire a fait que tout le monde a voulu d'un coup d'un seul des masques chirurgicaux. Et nous, on était sur ce marché-là, entre autres marchés, et on a été à même de fournir des masques chirurgicaux quasiment 2 fois plus rapidement que certains de nos concurrents. Donc on a été beaucoup plus agile, en l'occurrence. J'ai compris à peu près. Et donc on a pu réagir et effectivement livrer nos clients. Les facteurs clés de succès de ce projet, je dirais, ils sont multiples. Ça a été d'abord une équipe, c'est-à-dire passer une équipe supply chain d'une mentalité de je gère des urgences à une mentalité de je transforme la supply chain. Je prends vraiment une vision systémique d'un bout à l'autre et puis je transforme. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup au sein des équipes de jeunes ou de moins jeunes aventuriers qui ne vont pas avoir peur de bousculer un petit peu les habitudes. La deuxième chose, je pense, dont on a eu besoin et sur laquelle on s'est reposé, ce sont des méthodologies. Alors je suis désolé, on n'a pas utilisé le modèle SCORE, mais effectivement, on a utilisé beaucoup de Lean, parce que c'était le cœur de notre sujet, de Six Sigma aussi pour structurer un projet, des MAIC, le partager avec l'équipe de leadership de l'entreprise, parce qu'il fallait aussi donner de la visibilité, donner une gouvernance à ce projet. On a donc vraiment utilisé les méthodologies de la PIX. On a mis en place des prévisions de vente, on a mis en place du SNOP, on s'est connecté avec nos équipes de vente et de marketing, parce qu'il n'y a rien de tel pour affoler des commerciaux que de leur dire tiens, on va réduire de 30% les stocks en un an, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il faut vraiment effectivement mettre en place une collaboration, une coordination avec les équipes. Donc on y est arrivé, on est allé donc du côté client, au moins jusqu'aux forces de vente et les équipes marketing, quelques clients clés aussi. Et puis
on s'est aussi retroussé les manches et puis on est allé convaincre nos fournisseurs en Chine et même dans certains cas les fournisseurs de nos fournisseurs, parce qu'on avait des problèmes de matières premières critiques, de changer les modes de fonctionnement pour réellement permettre les réductions de délai et donc les gains sur l'ensemble de la chaîne. Donc ça c'est, je pense, une petite histoire, j'espère, qui illustre ce que peut être une approche supply chain au travers d'une entreprise. Ok, donc là on comprend que ça a permis de réduire le stock, le BFR, tout en améliorant la qualité de service, plus fiable et plus rapide. Est-ce que Alain, tu as des éléments, d'autres histoires à nous raconter? Ta question elle portait au départ sur les apports, sur les apports et qu'est-ce qui fait le succès du supply chain. Je pense que ce qui est passionnant aujourd'hui pour les patrons de supply chain, c'est que le niveau d'attente qu'on a vis-à-vis d'eux s'est considérablement accru dans ces dernières années. On a parlé de service client, c'est la première dimension. Effectivement, une supply chain réussit si elle est capable d'amener un bon niveau de service client. On a parlé de la dimension des coûts, qu'on trouve dans le modèle score et Bernard l'a évoqué. Donc effectivement, il faut amener un bon niveau de service client en ayant les coûts les plus optimisés possibles. Joël a parlé du besoin en fonds de roulement. Donc c'est vrai que le cash-to-cash cycle time, la capacité à trouver des leviers dans la supply chain pour que l'entreprise ait les moyens de se développer, c'est un objectif de plus pour les patrons de supply chain. Qui est aussi un objectif de financier. Oui, et puis de développement et de pérennité de l'entreprise. Tout à fait. On a parlé, c'est dans le slide là, c'est effectivement comment au mieux utiliser les investissements. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand un financier doit signer la construction d'un nouvel entrepôt, d'une nouvelle usine, il faut quand même justifier d'un ROI et pas forcément en dizaines d'années. Donc là, la supply chain a un rôle clé à jouer. Et je pense qu'il y a un autre challenge qui est extrêmement intéressant pour les supply chain aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à la responsabilité sociale. Aujourd'hui, un patron de supply chain ne peut plus ne pas considérer l'impact qu'il a sur l'environnement. Donc évidemment, on pense tout de suite aux problématiques de bilan carbone, etc., mais c'est toutes les externalités négatives. Quand on fait de la logistique urbaine, et c'est le cas chez LVMH, on livre des magasins qui sont en centre-ville. Quand on fait une livraison à 4h ou à 6h du matin, il y a des riverains autour. Donc il faut se poser des questions sur comment effectivement on livre de la façon la plus écologique possible, en faisant le moins de bruit possible, de façon à ce que l'ensemble de la communauté ne soit pas impacté par ça. Et puis au-delà de ça, effectivement, on a aussi une responsabilité sociale dans la gestion de nos partenaires, de nos fournisseurs, dans l'équité, dans l'employabilité que l'on a dans nos supply chain. Donc c'est quand même extrêmement passionnant aujourd'hui de travailler dans la supply chain, puisqu'il y a quelques années, on était très sur le service client, les coûts, et puis au fil du temps, le niveau d'exigence a augmenté. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des belles entreprises réussissent en matière de supply chain parce qu'elles prennent en compte ces 5 dimensions. Voilà. Donc il y a du pain sur la planche pour les patrons de supply chain pour peu qu'ils ont une ouverture d'esprit, qu'ils aient cette capacité à regarder large et aller chercher une performance sur les 5 dimensions et pas que sur une ou deux dimensions. Alors, il y a un truc qui est assez frappant quand même dans tout ça, c'est qu'on se demande comment une entreprise peut vivre durablement de façon pérenne sans supply chain management ou avec de mauvaises performances supply chain management. Et pourtant, on a l'impression que le supply chain management, c'est un sujet qui monte depuis quelques années. Comment vous expliquez ça? Je vois, tout à l'heure, Madame Joëlle Durieux qui présentait le supply chain management disait on n'en parlait pas beaucoup, une fois par an tout au mieux. Alors, c'est pas votre cas, j'imagine, mais on sent quand même que c'est plus un sujet à la mode. Et moi, j'entends des clients qui me disent aussi, et c'est un sujet qui va faire le lien avec la RH tout à l'heure, c'est oui, le supply chain management, les enjeux montent, la pression monte et on n'a pas les compétences pour le faire. Alors pourquoi ça monte? Alors que c'est un facteur, c'est une question de survie, quoi, en fait. Oui, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 40 dernières années, le monde a basculé quand même. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où on avait une demande qui était supérieure à l'offre, une logique d'après-guerre, et d'un seul coup maintenant, l'offre est supérieure à la demande. Donc déjà, ça crée une tension assez phénoménale. Deuxième évolution qu'on a tous vécue, pour ceux qui ont quelques années, c'est la problématique de mondialisation. À une époque, on faisait du business dans sa zone, éventuellement au niveau de son continent, et puis on a tous basculé sur une globalisation à la fois des flux en amont et des flux en aval. Donc là, forcément, il faut quand même gérer la planification du transport, parce qu'on ne peut pas dématérialiser toutes les choses, donc il faut gérer ça. L'autre élément qu'on a tous vécu, c'est l'accélération du cycle de vie produit. Je pense que si on faisait une petite enquête ici autour de la table, je pense qu'on est beaucoup à avoir au moins 30 ou 40% de produits nouveaux chaque année.
Et donc ça veut dire gérer des lancements, gérer des fins de vie, optimiser les risques d'obsolescence. Et là, la supply chain est au cœur de ça. Clairement, on a vu aussi des exigences du client qui ont augmenté de façon considérable dans ces dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, le client a un pouvoir incroyable et effectivement a repris la main sur la relation. Et puis, il est en train de se passer quelque chose d'assez incroyable depuis maintenant une dizaine d'années, c'est l'arrivée d'Internet, qui fait que vous n'êtes plus propriétaire de la relation client. Avant, on avait pignon sur rue. Tu avais ton magasin, tu avais pignon sur rue. Aujourd'hui, tu as un site Internet, tu as pignon sur le monde. Donc non seulement quelqu'un qui a un site Internet peut s'adresser à la planète entière, mais celui qui est de l'autre côté de l'écran peut en quelques clics comparer les caractéristiques, comparer les prix, et il a le choix du produit qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et donc on est tous confrontés aujourd'hui dans les entreprises à, très bien, mais comment je fais ? Comment je fais pour assurer que mon produit est disponible en magasin? Comment je fais pour qu'un client qui va être livré chez lui entre 19h et 21h, il soit capable de faire? Comment je fais pour que le client qui sort du bureau le soir puisse récupérer son produit au magasin le plus proche? Donc on est en train d'avoir une explosion des modes de relation client. Et à chaque fois, on est bien dans une problématique de supply chain, c'est-à-dire comment je planifie, comment j'approvisionne, comment je fabrique, comment je livre, et puis aussi à la limite comment je reprends les produits derrière avec toutes les problématiques environnementales. C'est ça qui fait, je pense, que la supply chain est en train d'émerger. Et il y a un autre élément qui est clé qu'on a évoqué tout à l'heure. Fondamentalement, la supply chain, c'est quand même une vision de voir les choses, c'est une philosophie. C'est de se dire que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle, et c'est de se dire que l'optimisation des individualités n'est pas l'optimisation globale. Donc les entreprises ont compris à un moment donné qu'on pouvait être le plus brillant possible dans le développement produit, le plus brillant possible avec les forces commerciales. À un moment donné, il fallait bien que l'ensemble des actions soient synchronisées pour que ça délivre le meilleur résultat pour l'entreprise. Et ça, c'est typiquement l'enjeu, le paradigme de la supply chain. C'est comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble pour optimiser le résultat. Et je pense que c'est pas fini parce que des contraintes viennent Non, en si plus je comprends bien d'ailleurs, c'est qu'on a géré des supply chains assez simples jusqu'à un certain temps. Ça s'est beaucoup complexifié ces dernières années par les facteurs que tu as mis sur la table. Je crois qu'on n'est pas au bout d'avoir découvert la supply chain du e-commerce. Parce que là, et c'est une préoccupation qui monte dans plein d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur justement comment on va adapter nos modèles plutôt traditionnels avec des points de vente avec un modèle à une distribution digitale, entre guillemets, où le client, comme tu dis, choisit derrière son écran à n'importe quelle heure, et avec Amazon qui nous montre des livraisons en 24 heures quasiment systématiquement, la pression sur le délai de livraison a monté considérablement pour tous les métiers, en fait. C'est quelque chose qui va certainement bouleverser encore beaucoup. L'enjeu du délai, c'est un enjeu. Mais l'enjeu qu'il y a derrière aussi, c'est la relation que tu as avec ton client, oui, bien sûr. Le service que tu vas lui donner, et comment tu gères la relation à la marque. Et là, effectivement, sans supply chain capable de jouer ce jeu-là, certains risquent de disparaître dans les équipes. Vous avez décrit vraiment le facteur de complexification qu'il y a pu y avoir au fil des années. Et autant, sans doute, il y a 20 ans, le vocable de supply chain et des organisations supply chain, ça existait dans des grandes entreprises. Aujourd'hui, cette complexification, elle touche aussi des entreprises de plus petite taille, des PME, qui se trouvent, comme les autres, avec des chaînes complexes et qui vont sourcer un certain nombre de produits en Asie, qui se trouvent, comme les autres, dans des problématiques de cycle de vie produit qui se raccourcissent, d'imprévisibilité de la demande. Et ça veut dire que maintenant, cette problématique supply chain vient aussi imprégner tout un tissu d'entreprises de taille beaucoup plus modeste, mais qui est confronté à la même complexité. Donc je pense que ça amène une nouvelle vague d'entreprises, en gros, dans le giron des problématiques supply chain. Je vais juste rebondir sur la partie diversification des produits et des cycles de vie. J'aime bien prendre un exemple qui est l'exemple d'une spécialité lactée pour laquelle on se lève tous. Moi, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, il y avait 3 parfums, vanille, chocolat, caramel. Aujourd'hui, je vous invite à aller voir sur leur site internet, il y en a 30,
dont 10 qui sont marqués nouveaux et qui n'existeront plus dans 6 mois. Donc c'est vraiment, on est passé dans une autre dimension et dans une autre logique. Ok, merci pour ce complément. Je voulais aussi simplement rebondir. Il est clair que le métier de supply chain manager est en constante évolution depuis quelques années. Et si je fais le parallèle par rapport à l'évolution de ce fameux modèle score, on en est aujourd'hui à la version 11. La première fois que les gens se sont réunis, en 1996, on était à la version 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça fait, ces drivers, ces choses externes qui font que le métier change, cette évolution technologique, des nouvelles problématiques qui apparaissent. Donc, dans le modèle 11, on parle du Green Score. Donc, Green Score, c'est comprendre quel est l'impact de mon supply chain management sur l'environnement. Donc, c'est une problématique clairement qui a été identifiée. On parle de risque management, quelque chose qui n'était pas trop non plus à l'agenda il y a quelques années, qui maintenant doit l'être, parce que ces supply chains sont complexes, sont internationales, sont globalisées. Donc, clairement, c'est un métier qui n'arrête pas d'évoluer, qui va encore énormément évoluer, et c'est devenu tellement important que les dernières études le montrent. En termes de valeur, chaîne de valeur d'une société, le supply chain management, donc si vous revenez à ce référentiel qui est Plan Source Made Delivery Return, donc ces activités-là contribuent jusqu'à 70% de la valeur créée dans une entreprise. Donc pouvoir appréhender ces activités en termes de transversalement, et ça c'est aussi quelque chose qui a changé par rapport à avant. Avant on faisait des achats, on faisait de la production, on faisait de l'expédition, de la logistique. Maintenant, on doit le faire de façon intelligente, coordonnée, pour garantir un niveau de service dans un système complexe. Et c'est pour ça que le supply chain management devient de plus en plus important. C'est clairement quelque chose qui va devenir, qui est déjà et qui va devenir encore, et qui va rester très important. Okay. Alors, une autre question qu'on a envie d'aborder, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui évolue, on n'est pas encore au bout du chemin, hein, très clairement. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je pense, dans ce métier-là. Et pour autant, on ne peut pas s'empêcher de constater que la réalité opérationnelle des entreprises, ce n'est pas forcément l'état de l'art, très clairement. D'ailleurs, les consultants sont là pour en témoigner. On constate tous les jours l'écart entre les bonnes pratiques et finalement les pratiques opérationnelles des entreprises. Alors, quel conseil on peut donner à une entreprise, quelle que soit sa taille finalement, sur par quoi on commence si on veut mettre en place le supply chain management? C'est quoi les premières choses à faire? Quels sont les outils dont on dispose en fait, pour commencer à bosser sans forcément appréhender toute cette complexité qui vient devant nous en fait? Je ne sais pas qui veut se lancer dans une réponse. Ah non, c'est une question. Tu vas me maudire. Donc, c'est une question pour les consultants. Mais non, le truc, on pourrait dire prenez un consultant. Pourquoi pas? Pas mal, ça. Pourquoi pas? D'accord. Moi, je pense que fondamentalement, quand une entreprise veut démarrer dans une logique de supply chain management, la première chose qu'elle doit faire, c'est former ses gens. C'est former les gens parce que finalement, ce que nous on vit dans les supply chains, c'est que tout change, tout évolue. On construit des choses qu'on reconfigure au bout de quelques années, d'accord? Et qui fait ça, si ce n'est des gens qui sont dans l'équipe? Qui se fassent aider après de cabinet de conseil, cabinet d'expertise, évidemment. Mais embarquer les gens dans une histoire, s'ils ne comprennent pas quelle est la finalité de l'histoire, comment on va vivre ensemble la traversée qu'on va faire, on ne va pas y arriver. Alors, certains plongent dans les technologies, il faut changer les systèmes. Ou bien non, il faut revoir l'organisation. On peut faire ça. Mais fondamentalement, on revient toujours au problème de compétences, et je pense comme tu l'évoquais maintenant, ça n'arrête pas de changer. Donc finalement, il faut des gens qui aient suffisamment de compétences pour ensuite avoir l'agilité, la compréhension, et être capable de travailler sur des reconfigurations permanentes. Donc le sujet de la compétence supply chain dans les entreprises, elle est fondamentale. Et si je rebondis ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, je pense que nous avons une responsabilité, nous, pour être des groupes ou des entreprises conséquentes, pour aller à un moment donné faire irriguer vers nos fournisseurs de rang 1, de rang 2, ces compétences supply chain, parce qu'effectivement, le maillon le plus faible, c'est ça qui fait casser la supply chain. Et donc ce déploiement de compétences, il doit être assuré par l'ensemble des acteurs de la filière et dans une logique de bien commun. Donc voilà, moi, ma philosophie, elle a toujours été celle-là, on commence par former. Absolument d'accord sur cette priorité. Qui est-ce qui est dans les fonctions supply chain dans nos entreprises? Qui sont nos approvisionneurs, nos planificateurs? Qui sont nos personnes en service client? Mon expérience, c'est que souvent, ce sont
Les gens qui savent parler des langues étrangères. Tiens, ben, tu vas faire du service client ou tu vas dialoguer avec un fournisseur, puisque tu sais parler les langues anglais ou espagnol. Et tu n'as pas forcément une formation de base supply chain. Mais on va te mettre là. Qui sont nos planificateurs, nos approvisionneurs? Dans bien des entreprises, ce sont des opérateurs, des superviseurs de production que l'on a fait évoluer dans ces métiers-là. Donc, on a très souvent dans nos entreprises un tissu de personnel supply chain qui n'a pas été exposé aux méthodologies et qu'il faut accompagner de manière à ce qu'ils aient la boîte à outils. Tous sont en général équipés à la base de gros bon sens. Et c'est quand même la base, c'est vraiment le fondamental dont on a besoin dans nos équipes. Mais il faut aussi les aider avec des méthodologies. J'ai une question que j'ai envie de poser à Alban, en fait, parce que nous tous autour de la table, là, on a été formés il y a un certain temps, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a reçu la formation supply chain? Pour ma part, non. En tout cas, pas dans la formation initiale. Et je crois que c'est un sujet dont on débattra plus tard, je dirais, dans la deuxième table ronde. En revanche, je serais curieux d'entendre Alban, qui lui est plus récent dans sa formation initiale, sur finalement qu'est-ce que le cursus initial lui a apporté et en quoi finalement il a peut-être développé des compétences aujourd'hui qui lui permettent d'être opérationnel dans le métier du supply chain management, voire dans un cabinet de conseil qui fait du supply chain management. Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Alors, juste pour revenir sur ce point précédent, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'étais frappé parce que pendant 5-6 ans, j'ai appris plein de concepts que j'ai revus un certain nombre de fois. Donc, il y a des concepts qui me semblaient vraiment basiques, vraiment évidents. Je vais prendre l'exemple du MRP. Aujourd'hui, je fais du conseil, je suis consultant, et je me rends compte que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas certains concepts qui sont vraiment basiques. Après, donc, pour revenir un petit peu plus sur ma formation, donc je suis master spécialisé en supply chain, et j'ai eu la chance de participer à la compétition internationale The Fresh Connection, au niveau étudiant, et de passer l'APIX, donc la certification de Basics, avec des cours de Mondon. Et ce qui est, moi, là où ça m'a vraiment apporté, c'est le jeu The Fresh Connection, donne vraiment une vision globale de l'entreprise. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Ça permet de voir comment les services, comment les départements s'imbriquent entre eux. Donc c'est important. Il y a un compte de résultats qui est très bien fait. On peut voir l'impact des décisions locales, au niveau global. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision globale, de comprendre que nos décisions, ça impacte les autres départements, et que voilà, il faut communiquer, il faut collaborer pour avancer, et que tout le monde doit aller dans le même sens, en faisant des consensus. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est ce niveau du vocabulaire. L'APIX permet d'avoir un vocabulaire, de faire un socle, une base, qui permet de se comprendre l'entreprise. Moi, ça m'a beaucoup apporté, surtout au niveau de mes premières missions, où dans la supply chain, un vocabulaire qui est assez technique. Et dans les premières missions, si j'avais pas eu cette base, j'aurais eu du mal à suivre. Cette base m'a permis d'arriver à avoir mes idées, d'arriver à suivre les débats dans les premières missions. Et donc, quand je suis rentré sur le marché du travail, j'étais en concurrence avec d'autres profils. Moi, j'ai eu la chance donc, de participer à la compétition The Fresh Connection, d'avoir en plus le diplôme Basics. Et je pense que quand j'ai fait mes entretiens, voilà, quand je devais faire face à un vocabulaire un petit peu technique, ben, je comprenais, je pouvais répondre. Voilà, je pense que clairement, c'est quelque chose qui peut faire la différence. En tout cas, et c'est l'avis que je partage également. Je ne veux pas te contredire, Alain, en tout cas, c'est que la compétence des gens est au cœur de la performance dans le supply chain management, qui lui-même est au cœur de la performance d'entreprise. Tu as rappelé, Marc, que ça a contribué pour 60 à 70% de la création de valeur. Ce qui serait intéressant, je pense, de se poser comme question tout à l'heure, c'est comment on constate, comme l'a dit Alban, que des gens qui sont en poste aujourd'hui dans les entreprises n'ont pas forcément eu la formation initiale que Alban a pu recevoir, mais en tout cas par le biais d'autres formations, je dirais, délivrées dans le cadre du cursus classique. C'est intéressant de se poser la question de comment on fait évoluer finalement nos compétences, parce que c'est un vivier qui est relativement large. Donc, tu l'as dit, Marc, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par la supply chain. Comment on les fait évoluer? Est-ce que tout le monde doit devenir CSCP, par exemple? Est-ce que tout le monde doit se bouquiner le score modèle tous les soirs? Enfin, c'est une question qu'il faudra se poser. Mais je pense qu'il y a des questions, oui, par rapport à cette... En fait, j'ai une question par rapport au KPI. On a parlé de coûts, d'asset management, et je me pose la question par rapport à la réalité de ce que je lis au
tant que directeur performance supply chain, comment trouver l'indicateur, parce que c'est compliqué à suivre, sur non pas seulement la réduction des coûts, asset management cash, mais montrer au COMEX, au board, ce que la supply chain peut apporter comme contribution supplémentaire au sens financier par le service qu'elle apporte. Exemple, les masques pendant la grippe aviaire. Concrètement, qu'est-ce que ça a fait pour l'entreprise? Une contribution supplémentaire. Là, on ne parlait pas de réduction des coûts, d'optimisation des stocks, c'est j'ai généré de la contribution supplémentaire pour l'entreprise grâce à une supply chain plus efficace, efficiente. Et pour autant, chez nous, on peine, parce que c'est compliqué, on dit comment est-ce qu'on pourrait matérialiser cet indicateur. De justifier des projets supply chain qui vont coûter quelque chose et qui vont essentiellement apporter sur la rapidité, le service, etc. Donc on peut monter des business cases, on peut faire des hypothèses, et si... Mais en réalité, à un moment donné, il faut effectivement que le CEO, la communauté financière, arrive à adopter le point de vue que c'est la rapidité du flux qui va derrière délivrer du retour sur investissement. Et ça, je crois que c'est vraiment un processus d'éducation qu'il faut qu'on arrive à avoir, qui est extrêmement difficile, et je n'ai pas la clé sur comment le faire, mais je pense que c'est vraiment un message d'être avec, justement en mettant en liaison les communautés finances et les communautés supply chain. C'est vraiment un message qu'il faut qu'on arrive à formaliser, parce que rien n'est plus difficile dans mon expérience que de justifier a priori la pertinence d'un projet. C'est une réponse, mais qui est plutôt une réponse de consultant. C'est l'expérience que j'ai eue en tout cas. Il y a la proposition de dire qu'il faut éduquer les membres du comité de direction à comprendre ce que c'est qu'une supply chain et en quoi elle va être performante sur la responsiveness, reliability, etc., etc. Les comités de direction dans les boîtes qui sont très marketing, typiquement, c'est compliqué de les faire changer parce que c'est eux qui ont réussi, ils sont au comité de direction, parce que nous, on n'y est pas. Et donc, ils sont meilleurs que nous, donc on ne va pas leur expliquer. Donc, c'est très compliqué. Donc, je pense que c'est un exercice qui peut être assez périlleux. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit toujours facile à faire. Il y a une autre approche qui consiste à dire, finalement, la supply chain va produire des avantages compétitifs, et ces avantages-là vont être entendus en fonction d'une stratégie qui est défendue par le COMEX. Donc, il faut être capable de trouver la corrélation entre, finalement, si je suis bon en supply chain, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ne vais pas rater. Moi, j'ai eu un cas où on avait, le client se battait parce qu'il ne fallait pas forcément réduire les stocks. Pour une fois, en supply chain management, il ne fallait pas forcément réduire le stock au point de vente. Et le message, c'était combien de consommatrices on allait satisfaire sur le fait d'avoir un produit présent en linéaire, en fait. Donc, en fait, c'était de transformer, de trouver une corrélation dont personne ne viendra regarder la relation mathématique, hein, très clairement. Hein. Personne ne va aller regarder si je fais plus de taux de service ici, est-ce que je fais plus de consommateurs ici, mais trouver cette corrélation pour donner un chiffre qui cause à un comité de direction fonction de la stratégie qu'il a. Je me dois de réagir ici, parce que au sein du référentiel score, justement, ces problématiques sont sorties très, très clairement. Et on insiste énormément sur l'alignement de la stratégie, c'est-à-dire de faire le lien entre cette stratégie de la société, business stratégie, avec la stratégie supply chain. Ça, c'est un. Et il y a des méthodologies qui existent, il y a des relations, des modèles référentiels qui existent. Deux, il y a certains modèles quantitatifs qui existent aussi, qui font la relation entre les leviers opérationnels, classiques, inventaire, réduction du coût, amélioration de la prévision des ventes, et de facto montrer l'impact à la fin sur la valeur ajoutée au niveau de l'entreprise. Ça, ce sont le genre de modèles quantitatifs extrêmement utiles pour justement convaincre les gens au plus haut niveau de l'importance du supply chain management et de considérer cette problématique comme étant vraiment au cœur des opérations.